Bonjour à tous, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie le comité d'organisation pour le travail et pour m'avoir proposé cet espace des paroles. Donc, je m'appelle Claire Pignedoli, je travaille à l'INED et au sein de l'unité 4 et je travaille aussi dans les volets sociologiques de la recherche opérationnelle personnes trans et PrEP, au croisement de la sociologie de genre, de la sociologie de la santé et de la santé publique, selon des approches qualitatives et communautaires. Donc, avant d'arriver à l'INED, comme on l'a vu dans l'introduction, j'ai complété un doctorat au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal, où j'ai écrit une thèse en études trans, entre autres. Donc, la préparation de ces séminaires a représenté pour moi l'opportunité de mettre à profit et articuler les savoirs développés dans le cadre de mon cheminement doctoral avec ceux que j'acquiers sur mon terrain actuel. Ainsi, mon intervention vise à amener une perspective en études trans sur les savoirs situés et à l'inscrire dans la matérialité de mon terrain de recherche. Je m'appuierai sur l'histoire des transidentités et des savoirs situés trans pour éclairer l'importance de la médiation en santé. C'est une démarche qui n'est pas évidente. La conceptualisation des savoirs situés a d'abord émergé dans un contexte universitaire et anglo-saxon. Il est donc également question de déacadémiser et resituer cette épistémologie. Les savoirs situés trans font face à une forme d'injustice herméneutique, c'est-à-dire qu'en étant des savoirs marginalisés, méconnus ou peu visibles dans et dehors de l'université, ne bénéficient pas d'un cadre référentiel commun pouvant les rendre facilement intelligibles au public. Ma présentation est divisée en deux parties. Dans la première partie, j'introduirai les trans studies anglo-saxons. Je discuterai les rôles de l'approche des savoirs situés dans l'émergence et le développement de ces champs de recherche et, à l'inverse, des impacts des trans studies dans la réarticulation de l'approche des savoirs situés. En guise de transition vers la deuxième partie, j'ouvrirai une réflexion sur la place des savoirs situés dans les milieux communautaires trans, en recherche et associatifs. Dans la deuxième partie, j'aborderai un exemple d'opérationnalisation des savoirs situés à partir de la médiation en santé PrEP. Et ici, je prendrai comme point de départ les données et l'expérience de terrain de la recherche personnes trans et PrEP dans laquelle je travaille en ce moment. Par manque de temps, je ne pourrai pas m'attarder sur les études trans francophones. Pour ce volet, je vous renvoie entre autres aux travaux de Karine Spineira et Maudio Stoma, Sam Boursier et Paul Preciado pour la France et aux travaux de Viviane Namaste et Alexandre Barry pour le Québec. Donc, pour présenter et décrire les champs des trans studies, il est crucial de se tourner d'abord vers les passés, se situer et travailler au croisement des différentes archives et des différentes sources. À nos jours, les trans studies et ces savoirs situés font l'objet de cours universitaires en Amérique du Nord, où ils se sont institutionnalisés par les biais de chaires de recherche, revues scientifiques et centres d'archives dédiés. Je me focaliserai sur l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, sur la période entre la fin du 19e siècle et les années 2000, et je délimiterai trois périodes importantes. Je reprends les mots de la théoricienne en études queer et féministe Teresa de Lauretis, qui nous invite à penser le corps genré, comme étant également les produits et les processus d'un certain nombre de technologies sociales, d'appareils technosociaux ou biomédicaux. Nous sommes en Europe occidentale, à cheval entre le 19e et le 20e siècle. Tel que documenté par l'historienne Laura Schettini et le philosophe Paul Preciado, c'est une époque charnière, car plusieurs technologies se développent et sont mises à l'œuvre pour organiser l'espace social et, a fortiori, les corps. Premièrement, la presse écrite, moyen d'information principal, se démocratise et commence à s'intéresser de manière sensationnaliste au cas des personnes qui dérogent à leur jeu social de genre et à les médiatiser. Deuxièmement, la médecine se spécialise. Nous assistons à la naissance de la sexologie, de l'anthropologie criminelle, de la psychiatrie et un focus particulier est mis sur la modélisation des déviances. Les désirs, la sexualité et les rôles de genre deviennent des objets d'étude. La médecine consolide son autorité savante, mais aussi son autorité matérielle, c'est-à-dire la capacité à transformer des concepts, des spéculations, des idées en produits vivants et en matière animée, pour paraphraser Preciado. Ainsi, elle crée des taxonomies des corps tout en créant des identités. Pendant cette époque, par exemple, elle construit la femme hystérique, l'invertie, l'homosexuel, les travestis.
Troisièmement, les États-nations se construisent et c'est là en collaboration avec le pouvoir médical qui à son tour vise à affirmer sa vocation sociale. Donc, sous l'influence de la conceptualisation médicale des déviances, la traversée des frontières des genres est perçue comme un danger social par l'État et par conséquent, les travestissements est interprété comme une activité criminelle et punie par la loi. Enfin, la photographie, qui était également en train de se développer, devient un outil pour codifier visuellement la déviance, diffuser des stéréotypes et des imaginaires autour des corps et des sexualités, surtout lorsqu'elle était appropriée par la presse, mais aussi par la police et les asiles, où un grand nombre de personnes catégorisées comme déviantes sexuelles sont enfermées. Dans une première période, donc qui débute à la fin du 19e siècle, on assiste à la mise en place de trois processus qui délimiteront par la suite les champs des possibilités des personnes non conformes aux normes sexuelles et des genres et des personnes qu'on appellera plus tard trans. Donc, ces trois processus sont la médicalisation, la criminalisation et la médiatisation. Ces processus fonctionnent également comme des technologies de normalisation et de naturalisation du désir hétérosexuel, reproductif et des corps et des conduites sociales engagées dans ce type de désir. Ils sont contraintes car ils ont influencé les conditions de vie, les possibilités d'existence et de résistance des sujets catégorisés comme anormaux, entre guillemets, mais ils ont également représenté des espaces de possibilités, surtout dans les décennies à venir. Entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, les personnes auxquelles on a enseigné les traits physiques, psychiques et sociaux de la déviance des genres, qui est appréhendée comme déviance sexuelle, ne prennent pas la parole officiellement ni directement. Elles parlent entre les lignes des reportages qui leur sont consacrés par la presse, entre les lignes des rapports médicaux de l'asile dans lesquels elles sont enfermées. Cependant, cela n'empêche pas qu'elles soient intégrées au niveau microsocial, au sein des communautés locales, et que leurs histoires soient conservées dans des archives domestiques ou intimes. Un changement s'opère pendant la première moitié du XXe siècle. L'endocrinologie et les techniques chirurgicales se développent. Des médecins commencent à effectuer les premières opérations de réassignation sexuelle sur les personnes désirant vivre dans un genre différent de celui qui leur avait été assigné à la naissance. Les savoirs médicaux s'internationalisent. En 1952, un fait divers marque le début d'une deuxième période clé dans cette rapide histoire des Trans Studies. Il s'agit de l'expérience de Christine Jorgensen, ancien militaire américain, qui démarre une transition féminisante. Son histoire est médiatisée à l'échelle mondiale et ouvre la porte à de nouvelles représentations des personnes qui souhaitent vivre dans un genre social différent de celui de la naissance. Et son histoire ouvre aussi à l'émergence d'un nouveau vocabulaire. Malgré les regards voyeuristes et sensationnalistes de la presse, Jorgensen est une femme transsexuelle qui mène sa vie grâce aussi à son privilège de classe et à son privilège blanc. Et elle est également un personnage public. Par le biais de son expérience, les mots transsexuels, forgés pendant les années 20 par le sexologue allemand Magnus Hirschfeld, commencent à s'affirmer plus largement dans le vocabulaire médical et à rentrer dans les vocabulaires courants. À la fin des années 50 et tout au long des années 60, des programmes sont créés au sein de plusieurs universités américaines qui aboutiront dans la conception des cliniques de recherche sur l'identité de genre. Ces programmes proposent une prise en charge médicale aux personnes qui souhaitent changer de sexe, ce qu'on appelle aujourd'hui transition de genre, plus spécifiquement aux personnes qui souhaitent une transition féminisante. Les tout sous le contrôle des professionnels de santé qui développent et ensuite réclament une expertise à ces sujets. En effet, ces premiers essais cliniques de prise en charge sont utilisés pour ces médecins comme matériaux pour modéliser la transsexualité et concevoir des protocoles standards pour la transition médicale. Ils revoient les taxonomies du début du XXe siècle. La transsexualité émerge comme nouvelle catégorie et elle est appréhendée comme une psychopathologie. Ainsi, les développements de la consolidation du monopole médical sur l'expertise concernant les transitions de genre culminent symboliquement dans l'inclusion en 1980 de la transsexualité au sein du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Cependant, ce deuxième moment est également marqué par l'émergence d'une prise de parole trans, du développement des réseaux d'entraide, des stratégies de contournement et des ripostes à la médicalisation de la transsexualité et à sa criminalisation dans l'espace public. Depuis les années 30, l'autobiographie est utilisée par des personnes trans pour prendre la parole publiquement. Cependant, dans cette deuxième période, ce dispositif est plutôt ambivalent. D'une part, des personnes concernées s'expriment.
D'autre part, sauf dans quelques rares cas, elles les font sous le contrôle des maisons d'édition et en mobilisant un imaginaire forgé par la médecine, les seuls accessibles à l'époque. De plus, il s'agissait d'un imaginaire qu'il fallait rejouer pour être reconnu comme des vraies, entre guillemets, personnes trans par les médecins et a fortiori dans l'espace social auprès du lectorat. Mais il y a aussi toute une production subculturelle qui se diffuse, des magazines et des listes de distribution produites par et à destination des personnes concernées. Je pense au magazine Transvestia, lancé par Virginia Prince au début des années 60, à destination de la communauté travestie, qui était diffusé par la poste ou commercialisé dans des magasins pour adultes, ou encore à la liste de diffusion postale F2M Newsletter, créée à la fin des années 80 par l'historien communautaire et activiste Lou Sullivan, homme trans, homosexuel et séropositif. Comme documenté par la théoricienne féministe Viviane Namaste au Québec et par Maxime Forster en France, dans des contextes marqués par la criminalisation de la transsexualité et du travestissement dans l'espace public, les cabarets deviennent des lieux d'existence, d'entraide, d'échange et de production de savoir pour certaines femmes trans et personnes travesties. Elles peuvent y gagner leur vie sans dissimuler leur genre et celles qui apprennent à s'automédicaliser ou qui arrivent à obtenir des hormones, des chirurgies par les biais des professionnels de santé peuvent médier l'accès à ces traitements pour d'autres femmes trans. L'historienne et théoricienne en études trans Susan Stryker a documenté les émeutes du café Compton à San Francisco en 1966, donc 3 ans avant les émeutes de Stonewall à New York. Ici, après l'énième épisode de violences policières, un groupe de personnes, dont des femmes trans, réagissent à la répression. Au début des années 70, à New York, Sylvia Rivera, Marsha P. Johnson et Barbara Rosemary, entre autres, créent le collectif radical STAR, donc Action des travestis des rues révolutionnaires, qui finançait une maison refuge pour les jeunes LGBT à la rue et les soutiens aux femmes trans incarcérées au travers la mutualisation des revenus issus du travail du sexe. Ainsi, entre la fin des années 50 et les années 80, l'on assiste à un double mouvement en Amérique du Nord. Donc, d'un côté, la transsexualité est modélisée et pathologisée. Des protocoles de transition médicaux sont conçus et la surveillance médicale s'institutionnalise. De l'autre côté, des réseaux d'entraide entre personnes trans et structures, des cultures et des représentations situées se développent. Entre les années 80 et les années 2000, plusieurs conditions sont en place pour que les trans studies puissent émerger en contexte états-unien. Une nouvelle génération de personnes trans prend la relève. Il s'agit d'une génération socialisée politiquement, entre autres par la crise du sida, par les mouvements féministes, les mouvements gays et lesbiens, les mouvements syndicaux et au sein des subcultures sexuelles. Des alliances transversales s'est créées autour des lignes de fractures politiques qui divisent les féminismes et les études gays et lesbiens. La question de la pornographie, du travail du sexe, de l'inclusion des femmes trans et de la réception du concept de gender divise les mouvements et les études féministes de l'époque et d'aujourd'hui d'ailleurs. La question du conformisme au modèle hétérosexuel et néolibéral des identités gays et lesbiennes divise les mouvements et les études gays et lesbiens. La philosophie féministe des sciences et les études queer s'affirment en contexte universitaire et produisent des concepts, des théories et des imaginaires qui ont une portée heuristique, c'est-à-dire évocatrice et productive pour les personnes trans. Notamment la théorie des savoirs situés qui vient légitimer les savoirs expérientiels et incarnés des personnes et des communautés construites comme minoritaires. De plus, l'appropriation d'une conception positive de la technologie véhiculée entre autres par l'image du cyborg façonnée par Donna Haraway participe à la déstigmatisation du recours à la science pour forger son corps et manifeste de nouvelles possibilités somatiques et d'incarnation au sein du féminisme. La question des affects aussi joue un rôle majeur car parmi les théoriciens et théoriciennes qui forgent les trans studies, on retrouve non seulement des militantes féministes, lesbiennes, gays, queer et syndicales, mais aussi des étudiantes, des théoriciennes féministes. Je pense par exemple à Sandy Stone qui publie en 1987 un des textes fondateurs des trans studies, donc l'Empire contre-attaque, un manifeste post-transsexuel, lors qu'elle était doctorante de Donna Haraway. Ainsi, ces champs d'études émergent en contexte universitaire états-unien entre la fin des années 80 et le début des années 90, comme écrit par la théoricienne transféministe Julia Serrano, que je cite.
Jusqu'à présent, les discours sur la transsexualité ont systématiquement été liés à un langage et à des concepts inventés par les cliniciens, les chercheurs et les académiciens qui ont fait des transsexuels les objets de leurs enquêtes. Dans un tel cadre, les corps, identités, perspectives et expériences transsexuelles doivent continuellement être expliqués et restent inévitablement sujets à des interprétations. Fin de la citation. Les trans studies inversent les termes de l'énonciation, marquant les passages des études portant sur les trans ou sur les phénomènes trans aux études trans, c'est-à-dire un champ d'études interdisciplinaires dans lequel les personnes trans et leurs alliés théorisent et politisent les enjeux et les politiques trans. D'objets de connaissance, les personnes trans deviennent les sujets de l'énonciation scientifique et politique et de ces bouleversements des points de vue qui définit un point de vue situé trans, elle vient nommer et questionner les normes et produire des savoirs situés. Stryker reprend Michel Foucault et Haraway et décrit ces mouvements comme un processus de désassujettissement des savoirs. Celui des trans studies est un champ extrêmement vaste. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur deux de ses contributions. Donc, premièrement, la déconstruction de la modélisation du transsexualisme par la médecine et sa réécriture d'un point de vue trans, donc démarche que j'ai moi-même mis en place jusqu'à présent dans mon intervention. Cette déconstruction a permis la production d'une socio-histoire de la médecine d'un point de vue trans. Elle a permis, par exemple, de visibiliser les a priori genrés de cette discipline en démontrant comment les protocoles de transition médicale fonctionnent et en tant que technologie de renaturalisation du genre sur la base d'un modèle hétérosexiste. Si l'on s'épanche sur les textes médicaux fondateurs de la prise en charge du transsexualisme chez les femmes trans, on observe que les médecins envisageaient le corps féminin comme obligatoirement réceptif, d'où l'importance des chirurgies de réassignation sexuelle hétérosexuelle, d'où l'importance de l'expression d'un désir pour les hommes pré- et post-transition, et hyperféminin, c'est-à-dire que seulement les femmes trans qui pouvaient passer en tant que femmes dans l'espace public pouvaient espérer accéder à une transition médicale, car elles étaient considérées des bonnes candidates, entre guillemets, par les médecins. Donc, cette analyse critique de la prise en charge médicale des personnes trans a des implications majeures pour les études des genres et le féminisme. Deuxièmement, les trans studies ont façonné de nouveaux paradigmes et un nouveau vocabulaire. Ils ont sorti de l'invisibilité les personnes non trans en les nommant personnes cisgenres, qui représentent traditionnellement la norme. Ces mots décrivent les personnes s'identifiant au genre qui leur a été assigné à la naissance et permet de cerner les avantages dérivant de cette position sociale, tout en faisant émerger les réalités spécifiques aux personnes trans. Il permet également de complexifier la compréhension des rapports de pouvoir structurels construits autour du modèle sexe-genre binaire. Enfin, le mot cisgenre a permis de conceptualiser la cisnormativité, donc une forme de normativité qui structure les sociétés occidentales et qui efface ou invisibilise l'existence des personnes trans. Ainsi, les trans studies contribuent à une reconceptualisation originale des savoirs situés. Les champs de vision et la prise de parole se structurent au croisement de différents positionnements qui complexifient les dualismes insider-outsider et font écho à la posture du patient expert. Usagers, usagères du système de santé, membres des communautés, chercheurs, chercheuses, des savoirs particuliers sont produits à partir de cet entrecroisement. La reconceptualisation engage également les démarches méthodologiques tout en permettant de questionner les conditions de production des savoirs, comme affirmé par Preciado, que je cite, la fragmentation actuelle de la connaissance féministe, queer et trans, l'absence d'archives, la précarité de la traduction et le manque de ressources institutionnelles et documentaires dédiées à la production minoritaire globale et locale rendent la tâche de lire ou écrire notre histoire récente similaire à un cybermanga policier plutôt qu'un travail de recherche historiographique classique. Les éléments disparus sont plus nombreux de ceux qui ont été archivés. Fin de la citation. Les savoirs situés trans reposent sur et légitimisent la mise en place des méthodologies créatives permettant de mobiliser des matériaux subculturels et d'engager non seulement la parole, mais aussi les silences et les absences. Comme on l'avoue, les démarches de production des savoirs se font dans et hors l'université. L'autoproduction et l'auto-organisation font partie de la production des connaissances et du processus d'accès aux ressources. Ainsi, l'histoire des trans studies et des transidentités au prisme de ces champs de savoir représente un point de départ intéressant pour déacadémiser les épistémologies et les approches des savoirs situés.
En tant que jeune chercheur en sciences sociales, je travaille dans la recherche sur le VIH-Sida à la frontière des milieux universitaires et associatifs. En dehors du travail, je suis également bénévole en milieu associatif trans depuis plusieurs années. Ces positionnements multiples me donnent accès à des contextes de production de connaissances très différents et qui bénéficient d'une reconnaissance inégale en termes de capital culturel. Cependant, j'ai également accès à des interlocuteurs et interlocutrices multiples et à différentes clés de lecture de l'existant. En octobre 2021, j'ai participé au séminaire de l'ANRS Mies Estime Quels besoins de recherche pour les personnes trans, qui réunissait des représentants, représentantes du monde associatif, des chercheurs, chercheuses, des travailleurs, travailleuses sociaux et des professionnels de santé. Lors de cet événement, Carole Ferroni, médiatrice en santé auprès du public trans à l'hôpital Ambroise Paré à Paris, est intervenue sur la médiation en contexte hospitalier. Elle a démarré sa prise de parole avec comme prémisse, donc je la cite, « Je suis avant tout usagère du système de santé. » Donc, si ma mémoire ne me trahit pas, Ferroni a été la seule intervenante à intégrer ces positionnements à sa prise de parole en tant que professionnelle du secteur de la santé. Le partage réflexif de ces positionnements sous-entend la conscience de l'importance de savoir situer dans les milieux communautaires trans. Cependant, alors qu'il traduit souvent des ancrages expérientiels et ou communautaires, les concepts de savoir situer continuent à circuler surtout en contexte académique. En ce sens, ces concepts est le résultat de l'opérationnalisation des connaissances expérientielles en contexte universitaire à des fins scientifiques. Toutefois, la maîtrise et l'interpellation de ces concepts et de la démarche productive qu'ils sous-entendent restent éloignés des corps et des expériences de la plupart d'acteurs et actrices produisant des connaissances qui circulent sur le terrain. Ainsi, il serait intéressant de questionner également comment opérationnaliser les savoirs situés sur le terrain. Cette démarche permettrait d'éclairer leur place, par exemple, dans le contexte de la santé communautaire, de les reconnaître, de les valoriser et de les rémunérer. Je propose donc d'ouvrir une réflexion en ce sens à partir de l'exemple de la médiation en santé auprès des personnes trans. Depuis 1 an et demi, je travaille avec les médiatrices en santé PrEP des associations trans franciliennes PAST et Accept-ST dans le cadre de l'enquête opérationnelle personnes trans et PrEP. Donc, la PrEP est un traitement préventif gratuit contre le VIH à destination des personnes séronégatives qui combine la prise d'un médicament avec un suivi clinique trimestriel à l'hôpital, en ville ou en contexte associatif, selon les cas. Là, je parle du contexte français. L'enquête a été lancée par SIDAction en collaboration entre l'INED, les associations PAST, Accept-ST et les CEGID et les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des 2 hôpitaux franciliens. L'objectif de l'étude est de produire des connaissances sur les expériences des personnes trans avec la PrEP et son dispositif de soins et de développer ou affiner des pratiques d'accompagnement pouvant être mises à profit et pérennisées au sein des associations partenaires. Une partie de mon travail de terrain a consisté à observer les médiatrices dans leur travail d'accompagnement, tout en faisant des allers-retours ponctuels avec elles sur mes observations pour pouvoir les interpréter de manière collaborative et fusionner nos savoirs. Les PAST Accept-ST sont 2 associations par et pour les personnes trans issues de la lutte contre le VIH-Sida et des communautés transmigrantes de l'Amérique latine. Donc, leur file active est composée par la plupart par des femmes trans hispanophones et lusophones, latino-américaines et travailleuses du sexe. Il s'agit de personnes vulnérabilisées à plusieurs niveaux par la criminalisation de leur situation migratoire et par la criminalisation indirecte du travail du sexe. Elles sont confrontées à la barrière de la langue et administrative et sont exposées à des discriminations multiples. Dans ce cadre, le rôle de la médiation en santé PrEP est celui d'accompagner les usagères, les bénéficiaires trans concernés vers l'accès à la PrEP et de faciliter leur maintien dans un parcours de prévention adapté. Les associations ont fait le choix délibéré d'embaucher des médiatrices en santé PrEP issues de ces mêmes communautés, non seulement pour une question de proximité en termes de langue ou, entre guillemets, culturelle, mais justement dans l'esprit de mettre à profit ou opérationnaliser les savoirs situés de la communauté au profit de la santé des usagères et de la santé communautaire. Pour les avoir vécus ou en avoir été témoins, les médiatrices connaissent les conditions de vie et de travail matériel des usagères. Ces réalités sont méconnues par la presque totalité des professionnels de santé qui part d'un savoir
cliniques lors de consultations PrEP. Les médiatrices savent comment articuler conditions de vie matérielles, besoins de santé et prise en charge de la santé sexuelle. Lors de l'accompagnement des usagères aux consultations, elles peuvent anticiper des besoins de santé et faciliter une prise en charge plus globale des bénéficiaires. Donc, dans cette démarche, elles jouent aussi un rôle de formation des médecins qui ne sont pas sur le terrain et qui manquent souvent de connaissances pour adapter leur suivi à la réalité et aux besoins du public de l'association. Les médiatrices savent analyser les situations et les pratiques, anticiper les discriminations et trouver des stratégies de protection des usagères. En traduisant d'une langue à l'autre, elles peuvent filtrer les informations que l'usagère communique et à l'inverse, elles font une traduction sélective à l'usagère si le discours de professionnel est discriminant. Ainsi, elles ont développé des méthodologies de travail adaptées qui se manifestent également dans l'appropriation de l'aménagement de l'espace hospitalier, souvent difficile à apprivoiser par les usagères éloignés du système de santé et des droits. Elles cartographient l'espace, elles savent où se placer pour être vues rapidement par les bénéficiaires et elles savent comment occuper l'espace de manière à signifier la présence associative à l'hôpital, tout en mettant en confiance les personnes qu'elles accompagnent. Pour conclure, comme on l'a vu, la médiation sous forme de l'entraide, du transfert de connaissances, de la facilitation à l'accès aux ressources, etc., est un élément constitutif de l'histoire des transidentités et de ses savoirs situés. Elle est également un exemple d'opérationnalisation de ces savoirs et de leur mise à profit au sein de ces communautés. Dans sa conception des savoirs situés, Donna Haraway affirme qu'il n'y a pas une corrélation entre identité et savoir. Si l'identité constitue un point de départ important, elle ne produit pas automatiquement des connaissances. Afin de devenir critique, l'expérience doit être outillée d'instruments de vision, c'est-à-dire des théories, des méthodologies, etc. Cependant, il est également important de décentrer l'imaginaire de la production des savoirs, des démarches universitaires. Donc, on pourrait se poser la question avec quels concepts, théories et méthodologies travaillent les acteurs et actrices de terrain. Dans le cadre de la médiation en santé PrEP, la réflexivité sous forme de la connaissance de sa position sociale et de la position sociale des personnes accompagnées représente déjà un posture critique permettant une connaissance des angles morts du système des soins et des droits. Les médiatrices connaissent la norme et elles développent des méthodologies et des savoir-faire pour interagir avec. Merci beaucoup.